Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Ella Aflalo, une jeune chef de 25 ans. Si la gastronomie demeure une discipline trop courtisée par les hommes, la cuisine, elle, se transmet souvent de femme en femme. C'est le cas d'Ella, dont la passion remonte à l'enfance, en cuisine avec ses grands-mères, tantes et cousines lors de préparation de repas de fête. Pour elle, un repas idéal est avant tout un repas de partage. Alors que dans quelques semaines, elle ouvrira son restaurant baptisé Yima, rue d'Aubagne, nous sommes revenus sur son parcours, ses études, sa participation à l'émission Top Chef et ses projets. Et pour cela, elle m'avait donné rendez-vous dans le quartier de Noailles, qu'elle affectionne tout particulièrement, pour sa beauté, pour le bruit qui y règne en permanence, et la vie qui gagne toujours à la fin. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Ella. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Cité Radieuse. Avec grand plaisir. Alors tu as choisi de me recevoir dans un petit café de la rue d'Aubagne. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce lieu pour commencer ? Alors oui, donc aujourd'hui on est à la Marsa, qui est un petit café en effet de la rue d'Aubagne où ils servent des pâtisseries orientales que j'affectionne. C'est un lieu qui me tient vraiment à cœur parce que déjà il est dans la rue d'Aubagne, qui est une rue où je passe. Il n'y a pas un jour où je passe pas par cette rue, même si j'ai pas besoin de quelque chose, juste j'y passe parce que je m'y sens bien et que j'adore cette rue. Et donc la Marsa, j'ai l'impression d'être chez mes grands-parents, quoi. Ils te servent le thé, les gâteaux sont divins et puis l'accueil est toujours très chaleureux et on s'y sent vraiment bien. Alors je commence toujours ce podcast en demandant à mes invités comment ils se définissent à l'instant T, professionnellement et personnellement. Alors à l'instant T, je peux dire que je suis une jeune femme plutôt épanouie, bien dans ma ville, bien avec cette ville dans laquelle je ne vis pas depuis longtemps, depuis seulement 2 ans, mais qui m'a tout de suite adoptée et séduite. Et je pense que je suis une jeune femme pleine de projets, avec l'ouverture là, du restaurant qui se profile, donc rue d'Aubagne. Mais oui, je pense qu'à l'instant T, je peux dire que je suis bien dans mes pompes ici. Voilà. Alors revenons un peu sur ton parcours et ta passion pour la cuisine. Donc tout a commencé à Nice, où tu es née. Qui, chez toi, t'a donné le goût de la cuisine ? Alors oui, en effet, tout a commencé à Nice, la ville où je suis née. Alors moi, je suis issue d'une famille juive plus ou moins pratiquante, mais surtout, je dirais, traditionnaliste. Donc, toute l'année, en fait, c'est rythmé par de nombreuses fêtes religieuses où on se retrouve tous autour de la table, donc avec des tablés minimum 20 personnes. Hein. Et chez nous, c'est vrai que la cuisine, c'est une histoire de femmes. Moi, j'ai toujours vu ma mère, mes grands-mères, mes tantes, mes sœurs, mes cousines en cuisine. Et puis préparer ces grands repas qui demandent beaucoup de temps aussi et beaucoup de minutie sur certaines petites préparations typiques qu'il y a durant les différentes fêtes. Donc moi, je crois que j'ai appris et j'ai commencé à aimer très très jeune grâce aux femmes de ma famille. À quel moment tu t'es dit que tu en ferais ton métier ? Tout de suite. C'est quand même assez dingue, c'est une chance parce que moi j'ai vu mes copains de lycée galérer, pas savoir ce qu'ils allaient faire, etc. Et moi c'est vrai que depuis que je sais parler, je sais que c'est ça, quoi. C'est ancré, c'est profond, c'est une passion, plus qu'un métier c'est vraiment une passion, c'est depuis toujours. Quelles études tu as choisies du coup pour arriver à réaliser ce rêve ? Alors moi, dans un premier temps, j'ai passé un bac général éco à Nice parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse aux choses et j'avais envie d'aller jusqu'au bout d'une scolarité classique. Bien que j'avais eu des expériences tous les étés dans différents restaurants, etc. et que ça me confortait dans l'idée que j'avais envie de faire ça. Et puis j'ai rejoint après le bac à 17 ans l'Institut Paul Bocuse qui se trouve à Écully, une petite ville juste à côté de Lyon. C'est donc des études que j'ai fait pendant 3 ans. Où j'ai alterné cours à l'école à Écully et stage. Le premier stage, je l'ai fait à Saint-Tropez, à la résidence de la Pinette, qui est un 3 étoiles. Puis j'ai poursuivi à Paris chez un chef qui s'appelle Gaëtan Gentil, qui est très créatif.
Et voilà, les études sont faites en 3 ans. Puis j'ai eu une petite expérience à Paris. Puis après, je suis redescendue sur Lyon pour suivre mon compagnon qui a une super offre de boulot aussi sur Lyon. Et voilà. Comment on intègre l'Institut Paul Bocuse après le bac ? C'est pas facile. J'imagine. Ouais, c'est pas facile. Ça se passe en différentes étapes. Tout d'abord, un dossier scolaire avec des résultats de la seconde à la terminale. Puis après, un entretien. Il n'y a pas de test de cuisine. C'est quand même assez dingue. Il n'y a pas du tout de test de cuisine. On y rentre vraiment avec la motivation. On était nombreux le premier jour de la première semaine à jamais avoir eu un couteau professionnel entre les doigts, quoi. Donc c'est beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Peut-être le côté passionné qui a fait que j'ai pu intégrer cette école. Beaucoup de sérieux et de minutie parce que c'est du boulot. C'est un boulot qui demande beaucoup de rigueur et on l'a appris à l'école. Pas de test de cuisine, étrangement. C'est étonnant ça, très étonnant. Du coup, vous apprenez tout sur place. On apprend tout la première semaine, vraiment, on apprend à éplucher une carotte, quoi. Jusqu'à la cuisson des viandes, les températures, l'hygiène en cuisine, la comptabilité, l'œnologie. C'est une formation qui est incroyable et très complète. Alors, tu as réalisé des stages donc, chez des grands chefs dont tu as parlé à Paris, à Saint-Tropez. Tu as participé à l'émission Top Chef, on en a pas mal parlé. Revenons sur chacune de ces expériences pour en apprendre un peu plus à ton sujet. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ? Ces stages, donc dans un milieu qui est assez masculin, je sais que tu t'étais exprimée sur ce sujet d'ailleurs. En effet, milieu premier stage, résidence de la Pinette, pas facile. Très peu de femmes en cuisine. Après, compliqué parce que première fois que j'appréhendais autant d'heures, autant de stress, la recherche de la 3e étoile, vraiment un milieu très rigoureux et très difficile. Surtout les missions qui sont celles d'un stagiaire ne sont pas ce qui te fait rêver quand tu commences l'école, quoi. Mais il faut passer par là. Les missions d'un stagiaire, c'est très répétitif. Beaucoup d'épluchage de légumes, de cuisson de légumes très simples, puis aussi préparer le personnel pour le reste de la cuisine. Ça, c'est un moment qui me stressait beaucoup quand j'étais stagiaire. Pourquoi ? Parce que un personnel qui mange bien, c'est un personnel qui est content et qui bosse bien. Mais après, c'est vrai que le temps imparti en général est assez restreint et c'était quelque chose qui me mettait un peu la pression, moi. Maintenant, quand j'y repense, c'est vrai que c'était un moment pas facile pour moi à gérer. Mais non, les stages, c'est dur. Puis il y a des matins où tu te lèves, tu te dis non, mais j'arrête tout, c'est un milieu de dingue, je veux pas. Puis tu retournes en service et tu as une adrénaline qui te prend, qui te dit non, en fait, c'est ça, pas du tout. Tu retournes, ma cocotte, et tu vas à fond, quoi. Mais non, pas facile. Et puis après, des expériences aussi, je parlais des relations hommes et femmes, ça a aussi été compliqué avec des femmes en cuisine. Je pense que c'est un milieu qui est tellement hiérarchisé. Parfois, j'ai l'impression que les restaurateurs ne prennent pas aussi l'ampleur du truc, on parle de nourriture, quoi. C'est des fois que ça va un petit peu plus loin que ça, et c'en est parfois dommage. Après, toute expérience fut bonne. J'ai appris de chaque chose, j'ai appris des conflits aussi que j'ai pu avoir, j'ai appris de l'autorité. Quand j'étais plus jeune et sur le coup, c'était dur à encaisser. Avec le recul, je suis contente d'en être arrivée là, bien que certains moments ont été quand même difficiles et je me suis posé la question de savoir si je continuais, quoi. Top Chef, tu nous en dis plus ? Comment tu te retrouves dans cette aventure ? Alors, comment je me retrouve dans cette aventure ? Je sais pas, je crois que j'adore les challenges. Je crois vraiment que j'adore les challenges. Puis, ils m'ont contactée. Puis j'ai été assez réceptive et ça a été plus de 8 mois de casting quand même, hein. Ça a été très long, avec plusieurs étapes. D'abord l'envoi d'un book, la rencontre avec la prod, puis les gens au-dessus de la production, etc. Long, ça a été plein de rebondissements, mais ça a été une belle expérience, qui a été courte, hein, parce que je n'ai pas hyper bien géré mon stress, on va dire. Je pense que j'aurais été capable d'aller plus loin. Après, sur le coup, un peu choquée, un petit peu déçue aussi de partir si vite. Mais avec le recul, génial, trop belle expérience. J'ai encore contact avec les gens avec qui j'ai participé à l'émission. Puis on était plus de 15 000 à la base, on était 12 à la fin. Je peux quand même être fière de moi. Une belle expérience qui m'a appris sur moi-même, la gestion de mon stress, puis des souvenirs. Je serais trop contente de montrer ces images-là à mes enfants, quoi. C'est trop rigolo. Alors attardons-nous un instant également sur un food trip que tu as réalisé en Amérique du Sud. Donc on te sent fonceuse et audacieuse. Ce projet le montre à nouveau. Comment c'est né ? Comment ça s'est mis en place tout ça ? Alors ça s'est mis en place
De manière très soudaine, je pense, et très impulsive. Je suis à un côté un petit peu comme ça. En fait, avec mon compagnon, on a essayé d'ouvrir un restaurant à Lyon à 2. Et c'est un projet sur lequel on a réfléchi pendant plus de 6 mois. Une banque nous suivait, elle s'est retirée la veille des travaux. Donc ça a été un petit peu le choc. Et puis moi, je suis vraiment de nature à rebondir. J'ai pas eu envie de m'apitoyer sur mon sort, de me dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est cata. J'ai dit bon, écoute, on n'a plus de restaurant, on n'a pas d'enfants, on n'a rien qui nous retient à Lyon, on n'a même pas nos familles à Lyon. Viens, on prend un sac à dos, on part. Et il m'a suivi, donc on a pris nos petites économies du restaurant et on est parti en Amérique latine, donc durant à peu près 7 mois. Et on a commencé par Cuba, puis après on a fait le Mexique, Colombie, Pérou, Bolivie et Brésil. Pas de mots pour décrire. Merveilleux, fabuleux. C'est une région dans le monde où il y a des microclimats, ce qui fait que tout pousse un petit peu en même temps. C'est pas comme chez nous où l'été, on va avoir de la fraise, en automne on va avoir de la courge, et en hiver on va avoir du panais. Là, tout est disponible quasiment en même temps. Ce qui fait que la possibilité de création, elle est immense, quoi. Elle est hyper large. Et donc, on s'est bien inspiré. Bon, petit coup de cœur pour le Mexique quand même, c'est même gros coup de cœur pour le Mexique parce que c'est rigolo. À la manière de la France, chaque région au Mexique a ses spécialités, ce qui fait que du nord au sud, d'une ville à l'autre, on va manger des choses totalement différentes. Et je crois que vraiment la gastronomie mexicaine, on la connaît pas en France. On la connaît absolument pas. C'est large, c'est varié, c'est riche de différences de cuisson, de goût, de saveur, de culture, c'est dingue, c'est à l'infini. On s'est même posé la question, on pose nos valises ici, qu'est-ce qu'on fait? Carrément. Ouais, on s'est posé la question, on y était vraiment bien au Mexique, on y était vraiment bien. Et puis sinon, non, ça a été un voyage concentré sur le côté food et découverte de la bouffe de ce coin-là du monde. Mais après, ça a été aussi, ça a été beaucoup de rencontres, l'apprentissage de l'espagnol. Ça a été un voyage très complet et c'est rigolo. C'est une anecdote que je raconte souvent. Nous, on a vraiment mis tout notre budget dans les restaurants. On dormait mais dans des trous à rats où on payait 5 € la nuit et on se faisait chic, on se faisait hyper beau et les gens nous regardaient en fait dans le hall de l'endroit où on dormait, dire mais où ils vont? Et puis on allait mettre des sommes astronomiques dans les restaurants étoilés, etc. Donc oui, on a concentré notre voyage sur ça, mais en dehors de ça, on a appris sur nous-mêmes, on a rencontré des gens fabuleux, on a vécu un ouragan à Cuba, enfin ça a été plein de belles choses qui te rendent plus fort, je dirais. Et les souvenirs, ils sont... moi, je pourrais en parler pendant des heures de ce voyage, quoi. Et c'est suite à ça que vous avez choisi de venir vous installer à Marseille? Ouais, c'est ça. En fait, on a terminé par le carnaval au Brésil. Et puis là, on s'est dit, il faut rentrer. À un moment, il faut rentrer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Lyon, on retourne à Paris. Et puis en fait, non. Je crois que le Sud, quand tu as grandi dans le Sud, forcément, tu y reviens. La qualité de vie, elle est fabuleuse. Donc, en plus d'avoir nos proches, nos amis, nos familles ici, soit vraiment un sentiment de on a besoin de retourner d'où on vient. On a besoin d'être là, on a besoin d'être près de l'eau, on a besoin d'avoir cette chaleur, avec les gens, avec l'environnement. Et donc, besoin de retourner sur Marseille. Ouais. Alors ça, c'était il y a 2 ans. C'est ça. L'été dernier, tu as fait un petit stop. Car Jogging t'a confié sa cuisine d'été. Donc oui. Tu as succédé à Mathieu Roche et Camille Fromont, exactement, qui ont ouvert depuis leur restaurant, oui. Ourea. Donc l'idée était donc de proposer des formules le midi et des brunchs le week-end. Ça a été un élément déclencheur pour toi dans ton envie d'ouvrir ton propre restaurant? Complètement, parce que c'est un endroit où Charlotte Brunet et Oliviane Selem, donc les propriétaires de la boutique, on a vraiment conclu un deal génial pour moi. Ça a été j'avais ce jardin était le mien. Le temps de quelques mois, mais ça a été ma maison. J'avais carte blanche sur ce que je voulais faire, la manière dont je voulais accueillir les gens, comment je voulais les restaurer. Donc ça a été une expérience quand même assez dingue. Et puis ça te renforce quand tu vois les retours directs, comme c'est une petite cour où je cuisinais devant les gens, j'avais des retours instantanés, des miams, des gens qui venaient te remercier. Les retours ont été très directs en fait. Et je pense que ça te conforte, et moi ça m'a conforté du moins, à vouloir avoir mon endroit et à vouloir recevoir les gens chez moi. Donc ça a été un petit peu comme un incubateur.
J'ai testé ma cuisine pendant 6 mois sur les gens qui ont pu venir la goûter. C'était un peu une parenthèse enchantée, je pense, comme ce jardin-là. Moi, c'est des souvenirs où j'arrivais le matin à 6h, 6h30, Zora, entendre les petits oiseaux qui chantaient, me mettre dans mes préparations, dans ma mise en place, et puis penser à rien jusqu'à ce que les gens arrivent. C'était un bel été où je pense aussi, ça m'a permis de faire connaître un petit peu qui j'étais et ma cuisine. Et puis l'envie d'ouvrir son établissement qui est d'autant plus fort. Donc c'est là qu'a germé l'idée de ce restaurant, Yima, qui va ouvrir au mois de janvier. C'est ça. Dans lequel tu veux proposer une fusion de cuisine moyen-orientale, libanaise et marocaine. C'est pas forcément ces pays-là, rien n'est décidé. Moi ma maman est israélienne, c'est une nourriture que j'affectionne particulièrement. J'aimerais mélanger ce côté-là, moi, de ma cuisine qui me touche et que j'aime profondément, avec une personne qui se trouve dans une région, les pays levantins, le Maghreb. Rien n'est fixé, je n'ai pas encore trouvé cette personne. Je suis actuellement à sa recherche, mais j'ai envie d'une vraie collaboration, un vrai 4 mains avec une personne qui pourra... Je pense que c'est des gastronomies qui se complètent bien. Puis moi, je suis quelqu'un profondément qui adore le partage et l'échange, donc si j'ai à apprendre encore d'une personne dans l'ouverture de mon restaurant, c'est génial. Donc voilà un petit peu l'idée du projet. Alors je voudrais quand même revenir sur la signification de ce si joli nom, Yima. Alors Yima, c'est un mélange en fait de Yema en arabe qui veut dire maman et Ima en hébreu qui veut dire maman. C'est rigolo, moi j'appelle ma maman Ima. C'est magnifique en tout cas. Alors tu es assez jeune, on peut le dire, hein. Tu as à peine 25 ans, donc c'est un projet énorme. Oui. Quel courage, quelle audace, encore une fois, je le disais tout à l'heure. Il en faut, je crois qu'il en faut. Je crois que j'ai trop envie de faire connaître ma cuisine et que je pense que je suis quelqu'un de profondément généreuse et je crois qu'il en faut beaucoup dans ce métier-là. Je crois que c'est un joli aboutissement ou c'est peut-être juste une première étape. Comme tu le dis, j'ai que 25 ans, donc j'ai encore tellement de choses à apprendre, tellement de choses à approuver, tellement de choses à faire. Je crois que c'est une première étape. Je mets un premier pied dans ce qui est d'accueillir les gens, d'être chez soi et de restaurer les gens. C'est une première étape, c'est une première belle étape que je vais soigner, forcément. Mais oui, je pense du courage et de l'audace, il faut en avoir. Puis se faire aussi un petit peu confiance, je pense. Avant tout, donner aux gens. Je pense que les retours seront positifs si j'arrive à donner ma vision de la cuisine et ma vision de la vie tout court dans ce que je propose dans l'assiette, quoi. Alors, tu es néo-marseillaise, mais on sent que tu aimes énormément cette ville, à ta façon d'en parler. Est-ce que tu as des adresses fétiches que tu voudrais partager avec nous ? Oui, j'ai des adresses fétiches, oui. Alors, j'ai des adresses très différentes les unes des autres. J'ai un petit spot que j'adore qui est sur le port qui s'appelle Roger Coquillage où on a une vue qui est quand même assez incroyable sur la Bonne Mer. C'est un spot que j'adore. C'est très près de la Caravelle qui est aussi un endroit que j'affectionne. Après pour se restaurer, dans le quartier on est quand même plutôt gâtés avec l'épicerie de Julia qui est quand même une pure merveille. L'idéal. L'idéal. Où on se restaure quand même de manière assez fabuleuse. Son voisin en face, Yacine, j'adore. C'est quand même une institution aussi. On mange pour très peu et à chaque fois, moi j'ai l'impression de ne plus être à Marseille, quoi. Quand on est chez lui, c'est trop chouette. Pour continuer dans le quartier, on a la mercerie quand même qui font un job quand même monstre, qui sont quand même des précurseurs de ce qui va se faire, je pense, sur Marseille prochainement, avec un accueil qui est quand même toujours super chaleureux et puis Harry qui a quand même un don pour la cuisine. J'ai aussi un petit coup de cœur, c'est pas inavouable parce que c'est quand même top, le Shanghai Kitchen Cour-Estienne-d'Orve. C'est un de mes grands classiques. C'est drôle, tu me parles que de restaurant. Enfin, ça m'étonne pas, oui. Mais... Ah oui, non, c'est vrai. Puis dernièrement, j'ai découvert Auréa. Je me suis régalée. Après, des endroits que j'affectionne, j'aime aller au Good. C'est un endroit où je me sens bien, où il fait plutôt bon vivre quand même. Puis non, je crois que quand même mon quartier de cœur, c'est le quartier de Noailles. C'est toutes ces épices, cette fourmilière, les gens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je voulais juste faire une parenthèse puisqu'on en a parlé, tu as parlé d'épicerie l'idéal et de la mercerie. Comment vous entendez, ce sont des chefs, femmes également, comment vous entendez toutes ensemble ? Est-ce que justement il y a une concurrence ou il y a une bienveillance de leur part ? Il y a une grande bienveillance. Enfin, moi, dès qu'elles ont appris que j'ouvrais dans le quartier, tout de suite elles sont venues vers moi. Beaucoup de bienveillance, toutes les semaines un petit message pour demander si ça avance. Quand je passe,
Julia me propose son aide, Laura également de la mercerie, non, je crois une jolie bienveillance et de l'entraide, parce que je pense que déjà je suis un petit peu le bébé de la bande, parce que je suis la plus jeune, puis qu'on est des femmes et que on est toutes dans l'entrepreneuriat dans ce quartier, donc puis aussi je pense qu'on détonne un petit peu aussi par rapport à ce qu'on veut faire dans le quartier, donc je crois oui, beaucoup de bienveillance, de l'entraide, c'est agréable, c'est rassurant. Alors on termine toujours ce petit podcast par une déclaration d'amour à Marseille, un petit questionnaire auquel je vais te demander de répondre. Si Marseille était une image? Alors, si Marseille était une image, je dirais la question pendant les soirées chaudes d'été de se demander comment on va réussir à attraper sa part de pizza avec les mains pleines de poussière due à la pétanque. Je crois que c'est une belle image. Si Marseille était une chanson? Massilia Sound System, mais qu'elle est bleue. Si Marseille était un film? Pas facile. Je dirais peut-être Le Grand Bleu. Pour la signification, il me semble que la première scène, c'est en Grèce. Et si je ne m'abuse, c'est les Grecs qui ont découvert Marseille. Donc je dirais ça. Et ton expression ou juron favori? C'est rigolo. Ça, c'est une expression que j'adore, que j'ai découvert ici. Il faut le dire avec un accent quand même particulier, hein. Il ne faut pas le dire normalement. Et c'est une expression quand une personne est peut-être un peu ahurie ou sort un peu, elle a l'air un petit peu perdue, tête de gobi. C'est une expression que j'adore. Avec les yeux un peu écarquillés comme ça. Ouais, c'est une expression que j'aime beaucoup, qui me fait rire. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est le gobi du coup? Un poisson qui a des yeux qui sortent un petit peu des orbites, quoi. Merci beaucoup, Ella. Avec grand plaisir, c'était chouette. Pour la suite. Merci. J'ai hâte de découvrir ton bel établissement. Et ben avec grand plaisir, merci et merci à toi. Salut. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur iTunes. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, Caro Bindel, sur Instagram, cité.radieuse ou sur Facebook, la page dédiée au podcast Cité Radieuse. Je vous dis à très très bientôt. Passez de belles fêtes. Salut!